La dette grecque, puisqu'il y a un nouveau rebondissement. La Grèce a peut-être trouvé une idée pour faire payer l'Allemagne. Regardez. Manolis Glezos en mai 1941, alors que les armées du Reich occupent son pays, à 19 ans. Avec un autre résistant, il ose aller décrocher le drapeau nazi sur l'Acropole. Alors quand Manolis parle de l'occupation, on l'écoute. Et que dit-il ? Que l'Allemagne nazie extorqua au trésor grec l'équivalent de 81 milliards d'euros, somme qui avec les intérêts s'élèverait selon lui aujourd'hui à 108 milliards d'euros. Pourquoi est-ce que l'Allemagne nous oppresse, nous prend à la gorge et nous force à payer aujourd'hui? Il faut qu'eux aussi payent. Il ne peut pas y avoir des règles justes pour l'un et pas pour l'autre. Que l'Allemagne rembourse, ça fait 1/6 de la dette de la Grèce. Ça, c'est de la solidarité en vue de l'histoire qui s'est passée en Europe. Alors depuis lors, le ministère grec des Finances a demandé que soit chiffré le montant exact des réparations que la Grèce pourrait demander à l'Allemagne. Et j'ai demandé à Jacques Delplat de venir nous rejoindre. Vous êtes économiste, vous avez passé 10 ans sur les marchés de la dette d'État chez Barclays Capital, puis chez BNP Paribas. Et en juin dernier, vous aviez évalué le fameux montant des réparations que pourrait demander la Grèce à l'Allemagne à 575 milliards d'euros. On est beaucoup plus que les 106 milliards qui sont demandés là. Alors c'est quoi? C'est carrément le traité de Versailles? C'est l'Allemagne paiera? C'est juste ce qu'il faut éviter. Le point de mon calcul, c'était de montrer que les Allemands, qui je pense ont une attitude assez intolérable ou méprisante vis-à-vis de la Grèce, notamment la presse populaire, hein, pas Mme Merkel, mais la presse populaire, je pense que c'est assez inacceptable qu'après ce qui s'est passé dans la Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne puisse se permettre d'être aussi méprisante sur la Grèce. Donc le point de mon article, c'était de dire, si les Allemands veulent vraiment faire du comptage d'euros, regardons vraiment la note. Et j'ai fait un calcul qui est différent de ce qui a été donné, c'est j'ai regardé le nombre de morts en Grèce par l'Allemagne. Les Allemands ont tué 11% de la population grecque, bien plus que dans tout pays d'Europe de l'Ouest. Si ça avait été le cas en France, ça aurait été plus de 4 millions de personnes. La Grèce n'avait rien demandé à l'Allemagne, ils sont arrivés, il y a une famine terrible, une destruction du pays et 10% de la population qui est tuée. Et je me suis dit, combien évaluons-nous la vie en Europe? Et si vous regardez ce que font les calculs officiels du gouvernement français, mais aussi des autres gouvernements en Europe, les gouvernements disent la valeur d'une vie, en termes monétaires, c'est entre 1 et 2 millions d'euros. J'ai pris la partie basse de l'estimation du gouvernement français de ce que vaut une vie en France, et à peu près partout ailleurs en Europe, et vous multipliez ça par 575 000, vous avez 575 milliards d'euros. Évidemment, mon point n'était pas que, évidemment, l'Allemagne devrait payer ça, parce que si on commence là-dessus, c'est la boîte de Pandore, et la dette de l'Allemagne vis-à-vis de la Russie est hallucinante, vis-à-vis de la France aussi, mais surtout de la Russie, de la Yougoslavie, de la Pologne. Donc, mon point, c'était de rappeler l'histoire aux Allemands. C'est sans doute le point du ministre des Finances grec aujourd'hui Tout à aussi. Je vous interromps parce que je vous redonnerai la parole, bien sûr. Mais il se trouve que François Langlais, un de vos chapitres dans votre dernier livre, c'est le retour du traité de Versailles et que l'Allemagne paiera, c'est une antienne qu'on entend beaucoup en France, mais aussi dans toute l'Europe et contre laquelle vous vous dressez d'ailleurs. Oui, on l'entend de plus en plus. C'est le propre de toutes les périodes de crise, hein, justement, que d'exalter les vieilles rancœurs. Et celle évoquée par Jacques Delplat en est une. Mais si vous voulez, à mon sens, il y a eu deux périodes dans la gestion de la crise. La première, l'Allemagne a vraiment pris le dessus. Je dirais jusqu'en juin dernier. C'est d'ailleurs quasiment concomitant avec l'élection de François Hollande. Il y a eu un basculement de ce point de vue-là. Jusqu'en juin dernier, l'Allemagne était à la tête du club des pays riches, avec un adjoint, c'était Nicolas Sarkozy, qui faisait corps avec les positions allemandes. Et l'objectif, c'était justement l'austérité. Le Sud va payer, le Sud va rembourser. Et on s'est rendu compte, devant les faits, que cette stratégie ne marche pas. C'est-à-dire que plus on demande à ces pays de payer, en réalité, plus ils remboursent, plus leur dette augmente. Parce que dans l'intervalle, leur économie est en train de se détruire, de se contracter sous l'effet des plans d'austérité déments qu'on impose. Les hausses d'impôts et les coupes budgétaires. Et du coup, en juin, alors en mai, élection de François Hollande, qui passe de l'autre côté et qui prend en quelque sorte la tête des pays du Sud, qui au moins défend leurs arguments dans la communauté européenne. Et puis on prend acte du fait que cette stratégie ne marche pas. Et on bascule
Et de fait, depuis, on a mis en place le mécanisme européen de stabilité qui garantit quand même, justement, avec la signature de l'Allemagne, les dettes des pays du Sud. D'un certain côté, l'Allemagne a déjà payé, ou en tout cas, elle a signé, c'est elle qui va garantir 200 milliards. Et de l'autre, l'opération de la Banque Centrale Européenne, qui est aussi une opération cautionnée par l'Allemagne et les pays du Nord. Et c'est là où aujourd'hui, si vous voulez, me paraît être le principal risque dans la crise de l'euro, c'est que, après avoir chargé de façon inconsidérée les pays du Sud, aujourd'hui, la pression se reporte sur les pays du Nord. On va leur demander beaucoup, probablement trop, et il est à craindre qu'il y ait une sorte de rébellion des pays du Nord. On en voit poindre les premières manifestations en Finlande, évidemment, en Allemagne aussi, avec la presse populaire dont vous parliez, mais même aussi avec les tiraillements qui existent dans la majorité de Mme Merkel, c'est-à-dire au sein de l'appareil conservateur allemand. Suzanne Georges, vous êtes pour que l'Allemagne paye ses dettes de guerre? Je trouve, oui, ça, oui, mais je trouve que ce serait dommage si les téléspectateurs pensaient que nous aidons les Grecs d'une manière quelconque, parce que ce que nous faisons, c'est l'Allemagne paie, c'est vrai, mais elle paie le fonds de stabilité européen, qui donne l'argent au gouvernement grec, qui le donne à la Banque centrale grecque, qui le donne aux banques grecques pour qu'ils puissent rembourser leurs dettes aux banques françaises, allemandes et hollandaises, mais aussi du Royaume-Uni. Et depuis 3 ans, cette dette auprès des banques a été pratiquement absorbée. Et les Allemands pensent, enfin, il y a une partie de l'élite allemande qui pense, bon, maintenant nos banques vont assez bien et nous pouvons lâcher la Grèce et nous pouvons la mettre hors de l'euro. Je crois que si nous laissons faire et si on pense que la Grèce a été un cas particulier de générosité, c'est une profonde erreur. La Grèce est un laboratoire, les Grecs sont des rats de laboratoire et on est en train de tester combien ces personnes et leur système peuvent supporter. Et ça, c'est intolérable. Je vous la donne tout de suite, mais Jacques Delplat, vous disiez non, l'Allemagne ne paye pas, elle est exposée pour quoi, 1000 milliards Jusqu'à aujourd'hui, l'Allemagne n'a pas payé, elle a même bénéficié de la crise, puisque l'ensemble des capitaux d'Europe du Sud vont se placer en Allemagne à des taux d'intérêt proches de zéro, parfois négatifs. Il n'est pas impossible qu'il y ait des restructurations de dette et que le contribuable allemand soit appelé, c'est même assez probable dans le cas de la Grèce et du Portugal. La seule chose, c'est que le contribuable français est aussi exposé que l'Allemagne. C'est pour ça que cette position de Saint-Sébastien qu'ont un certain nombre d'économistes conservateurs allemands qui disent « Ah, nous allons tout payer », je veux dire, l'Allemagne est aussi exposée. Et c'est écrit dans les règles de tous les traités que la France ou les Pays-Bas ou le Luxembourg ou la Belgique ou l'Italie aux problèmes grecs ou portugais. Vous, ce que vous voulez dire, c'est que, et c'est ce que va dire certainement le ministre grec des Finances un jour ou l'autre, c'est qu'on a laissé l'Allemagne ne pas rembourser ses dettes de guerre en lui laissant une chance, justement, et on va dire à l'Allemagne qu'il faut qu'elle fasse la même chose avec la Grèce, c'est ça? C'est l'autre point, c'est que le génie des États-Unis, de Truman au début des années 50, c'est de dire on ne va pas refaire le traité de Versailles. On a déjà donné collectivement. Donc on a tous décidé en 1953, dans le traité de Londres, de dire l'Allemagne ne paiera pas. Et bien sûr, on avait dit qu'elle paierait sa réunification. On paierait à la réunification, en tout cas l'Allemagne ne paiera pas tant qu'elle n'a pas payé à la réunification. Et c'était très intelligent. Moi, la question que je pose aux Allemands, c'est nous avons collectivement pardonné à l'Allemagne. Et mes propos ne doivent pas être pris comme anti-allemands. Je pense que c'est juste qu'il faut rappeler l'histoire. Nous avons tous collectivement pardonner les horreurs incommensurables de l'Allemagne. Je ne vois pas pourquoi les Allemands ne pourraient pas pardonner les erreurs grecques, parce qu'il y a eu des erreurs grecques. Et ça consistera à dire que la Grèce ne remboursera pas ses dettes, ce qu'elle ne fera pas de toute façon, tout le monde le sait. Mais qu'on les aide, peut-être qu'il y ait un plan d'ajustement un peu moins brutal, qui se soit sur une période un peu plus longue, ce que demande exactement le gouvernement grec. C'est ça, c'est ça la solution quand même, c'est que justement, il y a une espèce de conférence internationale où on allège le fardeau des pays d'Europe du Sud. En contrepartie, il faut probablement qu'il y ait des réformes qui se fassent en Grèce. Mais aujourd'hui, ces dettes sont insupportables. L'histoire est jonchée de pays qui ne remboursent pas leurs dettes et qui, effectivement, soit au travers de conférences comme celle que vous décrivez, soit à la suite d'événements économiques, font que on dit non, il n'y a pas de dette imprescriptible. L'Allemagne est le pays qui a fait le plus de défauts dans l'histoire. Claude Allègre. Oui, moi je crois qu'on parle beaucoup de la dette et c'est important, mais le problème de la Grèce, c'est que sa compétitivité économique n'existe pas en Europe. C'est ça son vrai problème. Moi j'ai proposé un mécanisme qui est de faire un double euro,
c'est-à-dire d'avoir un euro pour la Grèce, le Portugal, Chypre, comme on a fait autrefois le franc CFA, de laisser les avoirs en euros forts et de dévaluer de 50% l'euro, ce qui permettra d'avoir un afflux de touristes, un afflux de capitaux en Grèce et de refaire partir, parce que on peut régler le problème grec et payer. Vous savez bien, au début, on n'a pas fait ça. Au début, la Grèce avait un déficit qui n'était pas très fort. Strauss-Kahn avait dit qu'il faut tout payer. Bon, les Allemands ont mis la main sur la tête. Mais ça ne changera pas le problème. Le problème, c'est qu'on a fait rentrer dans la zone euro des pays qui n'ont pas la compétitivité pour être dans la zone euro. La Grèce, je me souviens, j'étais membre du gouvernement à ce moment-là, nous étions plusieurs à avoir fait cette remarque. On nous a répondu qu'on ne pouvait pas laisser Platon et Aristote en dehors de l'Europe. C'est bien gentil, mais on a fait la même chose pour compenser l'Allemagne. On a fait rentrer le Portugal, Chypre, etc. pour être les leaders de l'Europe du Sud. Le problème numéro 1, il est à reprendre à zéro au point de vue de la compétitivité et non pas seulement, c'est pas un problème passager, il y a un problème structurel. Qu'est-ce qu'ils font les Grecs? Qu'est-ce qu'ils font? Ils produisent de l'huile, ils pourraient produire du transport maritime, sauf que les armateurs grecs ne sont pas enregistrés en Grèce et que maintenant, le Pirée, les Chinois sont en train de racheter le Pirée. Donc le problème numéro 1, le problème grec n'est pas le problème italien. Il y a des tas de gens qui... L'Italie est un pays dynamique qui produit des tas de choses industriellement, etc. Ce n'est pas le cas de la Grèce. Et donc je pense que se focaliser simplement sur le paiement de la dette grecque, c'est reculer pour mieux sauter. Alors, comme on vit dans l'instant et que les économistes y règlent les problèmes à 3 jours près, au lieu d'essayer de regarder à long terme, on n'ira pas loin là-dedans. Alors que l'Allemagne paye un peu, ça n'avancera pas. La Grèce se trouve être dans une situation dans laquelle il y a le tourisme, d'accord. Bon, et après le reste, on sait pas bien ce qu'elle peut produire. Vous connaissez les voitures grecques, vous connaissez les avions grecs, vous connaissez de l'informatique grecque, vous connaissez non. Donc on est dans un monde dans lequel la compétitivité est une chose très importante. Déjà la France a une perte de compétitivité considérable. Alors la Grèce, parlons-en. Nathalie Sartoulajus, votre éloge de la dette, c'est à la fois pour l'Allemagne et la Grèce aussi? Oui, disons que c'est une lecture un petit peu philosophique de la crise des dettes. Et c'est vrai qu'au début, je trouvais assez cocasse ce renversement du rapport comme ça créancier-débiteur par les Grecs. Et je trouvais qu'on mettait finalement sur le même plan une dette de guerre et une dette économique qui n'étaient pas de même nature et dans des contextes historiques tout à fait différents. Mais à bien y réfléchir, c'est vrai que c'est replacer en fait la crise des dettes souveraines dans un contexte, dans un long temps historique. Et ça, c'est intéressant, puisque c'est effectivement, c'est pour la Grèce une manière de se sortir de cette situation unilatérale qui est intolérable de débiteurs, en disant, au fond, les créanciers d'aujourd'hui, c'est les débiteurs d'hier. Et l'Allemagne a effectivement pu bénéficier pour sa reconstruction d'une annulation de la dette. Simplement, je crois que la situation aujourd'hui, c'est quand même n'est pas la même, parce que nous ne sommes pas dans il n'y a pas un État qui serait créancier et un autre débiteur. On voit bien qu'au fond, nous sommes tous les États sont en dette, les uns vis-à-vis des autres. Aujourd'hui, c'est des dettes mutuelles que nous avons les uns vers les autres. Les sociétés sont en dette les unes vers les autres. Il n'y a pas un État souverain qui pourrait servir d'arbitre. L'arbitre aujourd'hui, c'est le marché. Et donc ça, quand même, ça change la donne. Et je crois que, au fond, ce qui est intéressant dans la demande grecque, c'est cet appel à une mutualisation, c'est vrai, des efforts. Mais il y a quand même quelque chose qui résonne comme un mauvais signe. Vous savez, quand on fait appel comme ça à des ardoises du passé, c'est comme ça me fait penser à un couple qui divorce, et on essaie de solder les vieux comptes. Donc c'est le signe que ça va pas bien. Et au fond, c'est la question que nous posent aujourd'hui les Grecs. Quel avenir? Est-ce qu'on a encore un avenir ensemble?
Et de quoi cet avenir est-il fait? Vous vous dites, François Langlais, que le risque, c'est pas tant que les Grecs sortent de la zone euro, pour vous, ils vont sortir, c'est sûr, c'est que les Allemands sortent de la zone euro à force de leur demander de payer. Je pense que l'euro peut tout à fait vivre sans la Grèce, parce que le poids relatif de la Grèce est faible. Alors après, on peut dire non, pour des raisons politiques, pour des raisons fondamentales, pour des raisons philosophiques, nous devons rester tous ensemble. On bute quand même sur les problèmes évoqués par Claude Allègre, c'est-à-dire par-delà la dette, il y a des questions de compétitivité qui alimentent mécaniquement cela. Mais au-delà de ça, si vous voulez, je pense que l'Europe est quand même face à un tabou. Ce tabou, c'est justement, il faut payer ses dettes. Et on ne sauve pas l'euro en réalité. On a construit le sauvetage de l'euro autour du respect de la dette. Et c'est ça qui fait qu'on patauge, qu'on patine dans le règlement de cette crise de l'euro, parce que au problème d'une dette excessive, il n'y a qu'une solution, c'est le pardon, l'oubli, c'est la faillite, c'est la même chose. C'est-à-dire, si vous ou moi sommes endettés de façon excessive, on va aller devant un tribunal, le juge va nous faire un sermon, et il va dire, cher monsieur, vous repartez, on diminue votre dette de 30%. Une entreprise qui fait faillite, c'est pareil. Elle abandonne ses dettes. Les créanciers en sont fort maris, ils rentrent chez eux et ils s'en accommodent. Un État, c'est la même chose. Et encore une fois, l'histoire économique est jonchée d'États qui font faillite. Après, on peut incriminer les uns, les autres, peu importe, c'est la réalité et il faut faire face. Mais là où ça se complique, c'est qu'évidemment, les détenteurs de cette dette, c'est évidemment la finance pour une part, et derrière la finance, les épargnants, les détenteurs de capitaux, qui sont les fameux plus de 50 ans. Globalement, les gens, les seniors sur notre continent, qui sont des gens qui sont à la fois au fait de leur puissance sur la société, qui sont aussi ceux qui votent le plus. Et de ce point de vue, il y a une espèce d'union entre les seniors de Grèce qui ont intérêt à garder une monnaie trop forte parce que ça préserve leur épargne, fût-ce au détriment de leurs enfants qui sont au chômage, et puis le violent par excellence, qui est l'Allemagne, qui est un pays qui vieillit, et pour le coup, on a le culte aussi de la défense de la monnaie. Walter ? Oui, j'ai remarqué une chose par rapport à ce que vous dites. En fait, Monsieur Allègre faisait remarquer qu'on n'avait pas laissé la Grèce hors de l'Europe parce qu'on ne laissait pas Platon et Aristote hors de l'Europe. Ça aurait été bien peut-être de faire rentrer Pythagore et Thalès. Mais j'ai fait quelques petits calculs. On parle beaucoup de la Grèce, mais en réalité, j'ai fait un calcul sur la dette de la France. Et il y a un plan de rigueur qui est d'environ 30 à 35 milliards, je pense, sur 2-3 ans. J'ai fait un calcul assez simple qu'on peut facilement faire chez soi. Il faudrait 6 fois ça pendant 30 ans pour rembourser la dette de la France. Donc pourquoi est-ce qu'on ne parle pas? Moi je ne comprends pas pourquoi les économistes, ça fait 15 ans que j'entends qu'on m'explique que c'est tout à fait normal que l'État dépense plus que ce qu'il gagne depuis des années. On le sait bien, le gouvernement, comme son nom l'indique, il gouverne et il ment, mais enfin c'est quand même un peu gros. Je veux dire, on sait très bien que ça ne sera jamais remboursé pour aucun pays. Pourquoi est-ce qu'on n'en prend pas acte et qu'on ne discute pas justement de ce défaut, quoi? Parce que la dette est un instrument. J'ai beaucoup travaillé sur la dette de ce qu'on appelait à l'époque le tiers-monde, pendant les années 80-90. Et ce que j'ai découvert, c'était que c'était beaucoup mieux que le colonialisme. Parce qu'on n'avait pas besoin d'armée, on n'avait pas besoin d'une administration pléthorique, on pouvait obtenir tout ce que l'on voulait. On pouvait avoir des matières premières, parce qu'on obligeait ces pays à exporter à des prix qui chutaient comme jamais auparavant, et c'était idéal pour reprendre le contrôle du Nord. Maintenant, la Grèce a perdu 25% de son PNB depuis 4 ou 5 ans, mais personne ne s'en soucie. La Grèce est mise sous tutelle et je reviens à dire, c'est le laboratoire. Oui, je crois qu'on vit très bien avec des dettes à condition de pouvoir les réchauffer et ne jamais les payer complètement. Ce qui est inquiétant dans la Grèce aujourd'hui, qui est par ailleurs un pays très attachant et que j'aime beaucoup personnellement, c'est qu'on retrouve la rhétorique qui a présidé à la guerre dans l'ex-Yougoslavie. Il n'y a plus, les Allemands ne sont plus les Allemands, c'est le 4e Reich. On fait le salut nazi aux représentants de l'Europe. Et alors, ce qui fait peur, c'est que l'Europe revient un petit peu à la situation d'après 45. C'est-à-dire qu'on a l'impression que 40 ans ont été effacés et que toutes les vieilles querelles, les vieilles haines entre nations, et Dieu sait s'il y en a, sont déterrées et servent d'argument pour se détester un peu plus entre les peuples. Vis-à-vis de la France, il y a eu aussi comme ça des demandes de remboursement. Quand il y a eu le tremblement de terre à Haïti, un groupe d'intellectuels a fait une pétition demandant à la France de rembourser le trésor de guerre que les Français au XIXe siècle avaient réclamé
aux Haïtiens pour leur indépendance. Et alors, la question qu'il faut poser, c'est jusqu'où doit-on remonter dans le remboursement symbolique ou financier des dettes? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un moment dans l'histoire où on dit c'est clos, on oublie et on essaie de résoudre les problèmes du présent? Donc c'est ça un peu que pose le problème de la dette grecque, c'est-à-dire il n'y a plus de seuil temporel. Et à ce moment, on pourrait remonter au XVIIe, au XVIe siècle. Et Dieu sait si l'Occident a combattu sur tous les territoires du monde. On imagine très bien que dans ce mouvement-là, une vaste demande de réparation peut être adressée à la France, à l'Angleterre, à la Hollande, à l'Allemagne, par tous les peuples que nous avons conquis et colonisés. Alors moi je suis pour que la Grèce, évidemment, voit sa dette repoussée, peut-être à l'infini, mais il faut aussi que les Grecs fassent payer les armateurs, fassent payer l'Église orthodoxe. C'est un véritable scandale que les popes ne payent pas d'impôts. Je ne vois pas au nom de quoi Dieu serait exempté d'une petite taxe envers l'humanité. Et puis, et les armateurs, un ami banquier m'a dit que presque la quasi-totalité de la dette grecque est en Suisse, là où les armateurs mettent leurs économies. Ça serait peut-être pas mal de faire pression sur la Suisse et de lui demander de retransférer les capitaux vers un pays qui est, et c'est vrai, qui est en état de nécessité absolue. Jacques Delplat, ça doit quand même vous énerver quand on parle que la Grèce pourrait ne pas rembourser sa dette et que probablement elle ne la remboursera pas. Je pense que l'ancienne BNP Paribas et de Capital, de Barclays Capital... Je suis plus du tout lié à ça. Donc non, je sais bien, vous y avez travaillé, donc c'est pas dans vos mœurs qu'on ne rembourse pas la dette. Ah si, je crois que il faut accepter, je suis d'accord avec François Langlais, une partie des... J'ai même écrit plein de papiers là-dessus, j'ai écrit une théorie qui s'appelle dette bleue, dette rouge. Une partie des dettes ne seront pas remboursées. Je pense que Portugal, Espagne, Grèce, Irlande, probablement ne rembourseront pas une partie de leurs dettes. Et l'Amérique, probablement pas non plus. Par l'inflation. Je suis d'accord avec Pascal Bruckner, mais comme disait Jean Monnet aux Allemands au début des années 50, nous pardonnons, mais nous n'oublions pas. Je crois que, moi, ce qui m'a choqué dans la position allemande, c'est pas qu'il y ait des débats, des ceci. Je crois qu'il faut effectivement sortir du passé et aller vers l'avenir. Le problème, c'est qu'on a depuis 2 ans un discours allemand de la presse et d'une partie des élites du pouvoir, pas la chancellerie, mais une partie de la CDU et du Parti libéral, qui sont en train de faire une leçon de morale aux Grecs en leur expliquant que c'est les pires citoyens de l'Europe, qui sont indignes d'être dans la zone euro. Et il y a une espèce d'ostracisation de la Grèce du monde européen, au nom du fait qu'effectivement ils ont fait beaucoup d'erreurs, de la corruption, des malversations, etc. Je crois que, comme le dit François Langlais, il y aura des restructurations de dettes, que ce soit bien organisé et tout, et il faut aller de l'avant. Moi, mon point de vue, je pense qu'il ne faut pas que l'Allemagne rembourse les dettes de guerre au sens formel du terme. Je pense mon message aux Allemands, et chaque fois que j'y vais, je le leur dis, il faut que vous n'oubliez pas le passé, et que vous regardiez l'avenir. Il faut que, depuis 50 ans, avec la France, vous avez construit l'Europe. Et la manière dont on vous a réinscrit dans le champ de la civilisation européenne, dont vous étiez vous-même auto-exclu, c'est de jouer l'Europe, ce qu'on fait à Adenauer et d'autres. Mais continuons. Alors là où je suis extrêmement optimiste, à la différence de François Langlais, la Grèce ne sortira pas de l'euro. Et l'Allemagne va faire des efforts. Pourquoi ? Et donc vous êtes plus pessimiste que moi si vous pensez qu'elle ne sort pas de l'euro. Oui, lui, il espère qu'elle sortira de l'euro. Juste très vite, pour pas qu'on fasse un débat sur le... C'est assez évident que maintenant, au-delà, en 2014, la chancelière Angela Merkel va vouloir devenir présidente de l'Europe, de la Commission européenne et du Conseil européen, remplacer Barroso et Van Rompuy. Et pour ça, elle a besoin de l'assentiment de tous. Consensus complet, unanimité. Madame Merkel a besoin de l'accord grec pour devenir patronne de l'Europe, de la Commission européenne. Donc si elle les met hors de la zone euro, comme le suggère François Langlais, les Allemands mettront leur veto. Et donc d'ailleurs on voit depuis un mois que le discours de la chancelière a totalement changé. Et elle est beaucoup plus bénévolente vis-à-vis de l'ensemble de l'Europe du Sud. Merci Jacques Delplat. On passe au